qui était réservé aux femmes. Il y a quelques hommes qui se sont inscrits, qui donc eux aussi ont besoin de mieux gérer leur agenda. Ça n'est pas réservé qu'à nous. Donc je vais me présenter rapidement. Ensuite, je vous présenterai Jenny et puis le déroulé de la session. Donc Pauline Deschamps travaille chez Justifit depuis 1 an et demi. À l'approche de la journée de la femme et pouvant ressentir ce que peut-être certaines parmi vous ressentent, j'ai vu passer quelques lignes sur Jenny dans les réseaux sociaux. Donc on lui a proposé de venir partager avec nous un peu de ses méthodes pour mieux gérer les situations auxquelles on peut faire face. Et à l'approche de la journée de la femme, et donc lundi, nous trouvions ça aussi intéressant. Donc, vous avez été nombreuses à répondre à l'appel. De mon côté, donc moi je suis directrice générale de Justifit. J'ai 2 enfants, donc je partage probablement certains des problématiques que vous avez. Jenny est master coach et accompagne des femmes leaders. Et elle nous rejoint aujourd'hui pour une session d'1 heure pour nous donner des petits tips pour gérer notre agenda. Est-ce que tu veux, Jenny, donner le déroulé de la session? Oui. Alors, merci Pauline pour ton introduction. Alors, on est ensemble pour 1 heure et ce qu'on va voir ensemble, c'est pourquoi vous avez le sentiment d'être débordé, de manquer de temps, etc. Parce que cette raison-là est vraiment utile à comprendre et à connaître. Et ensuite, je vais vous proposer des outils concrets que vous pouvez appliquer pour gagner du temps, pour prendre du recul. Et il faut vous sentir très libre de, quand vous avez des questions, poser des questions dans la boîte questions. On essaiera de prendre le maximum de questions. Et puis dans la boîte chat, que vous voyez, chat, c'est là où vous avez déjà écrit certains messages. Cette boîte, elle va aussi vous servir parce que moi, je vais vous poser des questions. Parce que j'ai besoin un peu de vous connaître. Et quand je vous pose des questions, c'est sur le chat que je vais vous demander de répondre aux questions. Voilà, n'hésitez pas à participer autant que vous voulez. Le but, c'est de faire ce moment-là un moment pour vous, qui vous soit utile et qu'à la fin, vous vous disiez « Ah j'en retiens déjà quelque chose, ça change déjà quelque chose pour moi ». L'idée, c'est que cette heure que vous investissez dans votre planning ultra chargé vous soit le plus utile. Et donc, quand vous conversez avec moi, ça me permet aussi d'adapter mon discours en fonction de ce que j'entends et de ce que je vois pour vous aider davantage. Voilà. Alors, bon, déjà, ce que je voudrais vous dire, c'est que je connais un peu votre métier parce que j'accompagne des femmes avocates, notamment, pas que, mais notamment. Et la question de la gestion du temps est souvent un sujet particulièrement sensible dans votre métier. J'en ai bien conscience. Je sais que vous avez à gérer énormément d'urgences, qu'il y a des attentes en termes de délai, de produire des solutions rapides et que ça a un impact sur la gestion de vos journées. Et ce qu'on va essayer de déconstruire ensemble, c'est qu'est-ce qui est vraiment incompressible et qui a trait à une fonction en particulier, et qu'est-ce qui est tout autour et qui alourdit la charge de l'incompressible et qui vous rend encore plus débordé. Alors, déjà, je voudrais savoir, parce que j'ai estimé que les outils que je vais vous donner vont vous faire gagner au moins 1 heure par jour. Et ces outils, c'est des outils que j'enseigne depuis longtemps et que je mets moi-même en pratique dans ma vie. Moi, j'aimerais que vous me disiez quelle est l'émotion que vous ressentiriez si, à partir de demain, vous pouviez gagner 1 heure par jour. Comment vous vous sentiriez? Si vous pouvez me dire dans la boîte chat, je suis curieuse de savoir. De la joie. La du joie. Soulagement. Moins de stress. Ok. Ok, vous seriez ravis. Bon, c'est top. Donc, a priori, on est sur la bonne piste. On va essayer de faire en sorte que ce soit le cas. Du soulagement aussi. Ok, super. Très bien. Alors. Reposer. Happy. Ah. Bon, alors c'est tout ce qu'on vous souhaite, évidemment, hein, avec Pauline. Donc,
L'idée, c'est que quand on se sent débordé, quand on sent qu'on a vraiment trop de choses à faire, que notre agenda est trop chargé, on a le sentiment de manquer d'espace de respiration. C'est-à-dire qu'il faudrait tout le temps faire. On n'est jamais vraiment, on ne prend pas trop de recul, on avance et c'est un peu une boucle infernale qui nous donne l'impression qu'il faudrait étirer les journées, étirer les semaines pour pouvoir y arriver. Et plus on étire les semaines et plus on étire les journées, et plus on donne de l'eau au moulin. Et en fait, ça ne s'arrête jamais. Donc, je ne vais pas vous dire que travailler plus est la solution à votre problème. Parce qu'en fait, à partir d'un moment, on arrive à un temps, enfin, je veux dire, les journées font 24 heures, elles ne vont pas demain faire 48 heures. Et donc, il faut bien que vous ayez un temps de travail et un temps de repos. Donc, il y a un problème, et le problème, ce n'est pas le nombre d'heures qu'il y a dans une journée, ce n'est pas non plus précisément votre profession, parce que finalement, le problème auquel vous faites face de manquer de temps, d'avoir le sentiment de devoir travailler tout le temps, il n'y a pas que les avocats qui y font face, il y a plein d'autres professions qui y font face. Le vrai problème, c'est que cette impression de manquer de temps et d'être débordé n'est pas juste structurelle à vos fonctions, mais vient beaucoup de la façon que vous avez d'appréhender le temps. Donc, quand on observe le temps, il me semble qu'il existe 3 temporalités différentes. Il y a le temps physique que prennent les choses. Donc, si vous avez rendez-vous avec un client et que ce rendez-vous va durer 1 heure, ça, c'est un temps physique, 1 heure incompressible avec un client. Il y a le temps mental. Le temps mental, c'est le temps que vous passez à penser à autre chose que ce que vous êtes en train de faire. Donc, quand vous êtes dans cette réunion avec le client et que là, vous vous dites, oh là là, faut pas que j'oublie ça après, et puis, oh mince, j'ai oublié de dire à mon assistante qu'il fallait qu'elle gère ça, ou j'en sais rien. Ce temps mental, il ajoute une charge mentale à votre journée. La 3e temporalité, c'est le temps invisible. Le temps invisible, surtout pour les avocates, c'est le temps que vous ne comptez pas à être sur vos mails, par exemple, quand ils arrivent en continu et entendre le bip bip et lire directement le mail qui arrive. C'est le temps potentiellement que vous passez à scroller Instagram quand vous êtes super stressé parce que ça vous détend, parce qu'en réalité, ça ne vous détend pas vraiment. C'est en fait un temps qu'on n'a pas l'impression de dépenser, mais qui nous ralentit dans l'efficacité qu'on pourrait avoir et la productivité qu'on pourrait avoir, et du coup qui nous fait perdre du temps globalement et nous fait nous sentir pas au top. Donc moi, j'aimerais savoir, au vu de ce que je viens de vous dire, quel est le temps le plus problématique dans vos journées de travail? Est-ce que c'est le temps physique, le temps mental ou le temps invisible? Vous pouvez mettre dans le chat 1 pour temps physique, 2 pour temps mental, 3 pour temps invisible. Et peut-être qu'il y en a plusieurs pour chacune d'entre vous. J'aimerais bien savoir. 2 et 3, 2 et 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3. C'est très intéressant parce que si vous m'aviez toutes répondu que le problème, c'est le temps physique, on aurait été bien embêtés. Parce qu'au temps physique, à part la délégation, il n'y a pas 36 000 choses qu'on peut faire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, c'est jamais que le temps physique. Il y a toujours autre chose. Et s'il y a autre chose, s'il y a du temps mental, s'il y a du temps invisible, c'est déjà autant de temps qu'on peut gagner pour se concentrer sur le temps physique. OK? Donc ça, c'est la première chose. Dites-vous que le temps mental et le temps invisible sont des temps qu'on peut travailler pour faire baisser la charge mentale, pour orienter et focaliser son énergie sur ce qu'on peut vraiment produire et du coup se délester d'une charge. Et c'est vraiment ce qu'on veut essayer de faire. Alors, déjà, plusieurs choses. Quand vous vous laissez déborder par le temps physique, donc le vrai temps que prennent les choses, en général, le problème, c'est que vous n'avez pas bien défini vos priorités. Et je sais, vous allez me dire, non, non, mais Jenny, tu comprends pas. En fait, quand on est avocate, on a 36 000 priorités, 36 000 dossiers qui tombent en même temps dans la journée, 36 000 urgences.
Je sais tout ça. N'empêche que ça n'empêche pas d'avoir des priorités. Parce qu'on peut choisir de prioriser tel dossier ou tel autre, telle action ou telle autre, pas en fonction de l'urgence, mais en fonction de l'importance. Donc, première chose que je voudrais que vous reteniez, c'est si votre problème est majoritairement le temps physique, le vrai problème, c'est la priorité et l'importance que vous donnez aux choses. On y reviendra. Deuxième chose, quand vous vous laissez déborder par le temps mental, c'est que vous n'avez pas assez bien planifié vos journées, vos semaines, ou pas assez bien délégué tâches professionnelles, mais peut-être aussi tâches personnelles, parce que la charge mentale, elle n'est pas juste focalisée sur le travail. Ça peut arriver qu'on pense à ses enfants, ce truc-là qu'il faut gérer, etc. Enfin, tout ça, c'est mélangé. Hein. On est une seule personne avec plein de vies en même temps. Et donc, le temps mental, on va l'alléger en planifiant. Et quand vous vous laissez déborder par le temps invisible, c'est parce que vous n'êtes pas assez intentionnel sur la façon dont vous passez votre temps. Et finalement, vous ne vous rendez pas compte du temps que vous perdez à faire certaines choses parce que par définition, elles sont invisibles. Et rien que le fait que je vous en parle aujourd'hui va faire que vous allez vous en rendre compte dès cet après-midi et dès demain, quand vous allez vous voir prendre votre portable et Instagram ou laisser vos emails ouverts constamment plutôt que de les checker, par exemple, une fois toutes les 2 heures ou 2 fois par jour, en fonction des besoins intrinsèques à votre métier, vous allez vous dire « Ah oui, mince, hier, Jenny m'a dit que ça, c'était du temps invisible. » Donc là, je sème des graines dans votre esprit. Et ça va être vraiment important pour votre rapport au temps. Alors, maintenant, parlons des solutions potentielles à ces problèmes-là. Je vais vous en citer plusieurs. Et ce que je vous invite à faire, l'idée, c'est pas de rajouter de la charge mentale. Donc, parmi ce que je vais vous dire, vous allez choisir, donc gardez ça en tête, vous allez choisir le premier truc que vous allez intégrer directement, là, à partir d'aujourd'hui, dans votre vie professionnelle. Et ça ne sert à rien de tout intégrer en même temps. Déjà, si vous intégrez une chose et retenez une chose de cette masterclass, ça va changer les choses pour vous. Donc, ce que je vais vous partager va avoir un impact sur votre temps physique, majoritairement, donc sur votre agenda. Et les graines que je sème vont vous aider sur le temps mental et le temps invisible. Donc, la première chose, c'est la priorisation. Alors, je sais ce que vous vous dites, mais c'est bateau, la priorisation, évidemment. En fait, le problème, c'est que quand je parle de priorisation, souvent, ce que mes clientes me disent, c'est « Ah bah oui, mais moi, j'ai ça et ça et ça et ça et ça comme priorité. » Or, des priorités, on ne peut en avoir que 3. 3, c'est déjà beaucoup. Si on donne notre énergie et notre temps à 3 priorités, c'est déjà beaucoup. Donc, le simple fait de se poser et de se demander « Ok, dans ma semaine de travail, quelles sont mes 3 priorités ?» Alors, ça peut être des dossiers prioritaires, ça peut être, voilà, quels que soient vos objectifs dans votre travail, c'est à vous de déterminer ces priorités. Et qu'est-ce que ça veut dire, avoir des priorités? Ça veut dire que tout le reste passe en second plan. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne nécessairement tout le reste, mais ça veut dire qu'on va faire en sorte dans notre semaine et dans nos journées que ces 3 priorités ou ces 2 priorités, ça peut être 3 ou ça peut être moins, ça ne peut pas être plus, eh bien, elles vont venir en amont de nos journées. Donc, c'est par exemple le temps qu'on va y consacrer le matin. Si on doit répondre à 2 urgences en même temps, eh ben, on va choisir à laquelle on va répondre d'abord et qu'est-ce qui va vraiment être important. Si on a déterminé nos priorités en amont, ça va être beaucoup plus facile de choisir. Donc, en fait, ça va vous épargner du temps de décision. Jenny, une seconde. Ouais. Dans les participantes, il y a 2 avocates avec qui travaillent pour Justifit. Et donc, je vois leur façon de travailler. Je ne sais pas si elles ne sont comme ça qu'avec moi, mais quand je les appelle, elles décrochent toujours. Elles sont toujours, j'ai l'impression, à ma disposition, quelle que soit l'heure disponible. Semaine,
d'ailleurs, j'en profite pour les remercier, mais si j'envoie un mail à minuit, j'ai une réponse à minuit 30. Enfin, et donc, si on priorise, ma question, c'est à la place d'une avocate, enfin, je ne sais pas si les avocates qui sont là rejoindront, j'ai l'impression qu'une avocate, elle ne sait jamais de quoi va être fait sa journée, et qu'en fait, tout d'un coup, parce que moi, à chaque fois que j'appelle, c'est toujours prioritaire pour moi, et je leur donne cette priorité. Donc, comment est-ce que, je ne sais pas s'il y a des avocates qui veulent intervenir là-dessus, mais en fait, elles se retrouvent avec les deadlines de plein d'autres gens et qui arrivent dans la journée comme ça, à n'importe quelle heure. Voilà. Ouais, alors j'en ai bien conscience, effectivement. Simplement, il y a 2 choses qui vont être hyper importantes. Donc, dans le deuxième outil que je vais vous partager, justement, on va en parler. Comment on fait pour laisser de la place à ce qui est imprévu? Parce que j'ai bien conscience que dans le métier d'avocat, en fait, on ne sait jamais ce qui va nous tomber dessus. Mais ce n'est pas la définition unique du métier d'avocat. Parce que si je ne me trompe pas complètement, et je ne suis pas la spécialiste du métier, mais il y a quand même plein de choses que vous savez. Il y a tout ce que vous ne savez pas qui va vous tomber dessus, mais il y a aussi tout ce que vous savez. Que je dois rendre une note pour tel jour, je dois déposer un dossier pour tel jour, ça c'est la deadline, etc. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont planifiables. Il y a toute une partie qui n'est pas planifiable, mais il y a aussi tout ce qui est planifiable. Et en se disant, en fait, je ne sais jamais de quoi ma journée va être faite, on laisse la porte ouverte pour la catastrophe dans la journée. C'est-à-dire que… Je ne sais pas si c'est ça qu'elles se disent, mais moi, c'est l'impression que leur vie quotidienne, je vois qu'il y en a plusieurs qui ont rebondi, qui ont dit c'est tout à fait ça, c'est très vrai, on est toujours disponible pour les clients. Et donc là, je pose quand même une question. La disponibilité, est-ce qu'elle a besoin d'être à la seconde ou à la minute? Est-ce que quand je reçois un mail à minuit, je dois répondre à minuit 30? Peut-être qu'il y a certains clients pour lesquels il faut absolument le faire. Et vous avez les bonnes raisons et vous avez priorisé ces raisons-là et vous savez très bien pourquoi vous voulez le faire. Peut-être qu'il y a des clients qui peuvent attendre 2 heures ou une demi-journée ou même 2 jours. Et donc là, on en revient à la priorisation qui est de se dire, OK, le but, c'est peut-être pas de donner une réponse immédiate à tout le monde. Le but, c'est peut-être de servir au mieux mes clients en général et de savoir quelles sont les priorités et qu'est-ce qui peut attendre. Parce que quand on est disponible tout le temps, et donc tout le temps, pour certaines personnes, ça veut dire toutes les minutes, on peut se poser la question de est-ce que c'est vraiment important? Et donc là, je vous challenge parce que je sais très bien ce que vous pensez. Non, mais tu comprends rien. Le métier d'avocat, tu dois être disponible tout le temps. Je sais que vous pensez ça. Et moi, je veux vous challenger. Et si c'était faux? Et si en fait, par exemple, plutôt que de voir vos mails qui défilent toute la journée, eh bien, vous vous connectiez une fois par heure, par exemple. Est-ce que ça changerait les choses vraiment pour vos clients? Et de quelle façon ça changerait les choses pour vous, pour l'heure qui vient de s'écouler, où vous n'aviez pas vos mails ouverts et vous avez pu vous concentrer sur un truc? Donc, évidemment, saisissez-vous de ce que je vous dis et des challenges que je vous apporte comme des pistes de réflexion. Je n'ai pas la vérité pour vous. Simplement, si j'étais votre coach, c'est ça que je challengerais. Alors, j'en profite pour ajouter que moi, qui suis une cliente, je peux attendre 2 heures, 3 heures, 4 heures, même une journée. Voilà. Mais j'apprécie vraiment, par contre. Ça j'apprécie beaucoup cette réactivité. Mais je peux attendre. Voilà. Je vous laisse continuer. Et donc, la question, c'est si tu attendais une journée, mais que tu avais une super réponse dans une journée, peut-être que tu apprécierais tout autant. On ne sait pas. Mais comme on n'a pas essayé… Ça y est, Maître Benamou a dit, c'est noté. Bon. Alors, donc la première chose que je vous invite à faire, c'est de déterminer vos 3 priorités. Et donc, quand vous vous dites vos 3 priorités, c'est les 3 priorités de la semaine. Pensez juste à la journée, ça peut être un peu limitant. Donc, vous déterminez à la semaine. Et peut-être qu'en fait, c'est vos 3 priorités du mois. Peut-être que ça marche dans votre temporalité. Mais c'est vraiment, ça prend 5 minutes. Ça se met en haut d'une page. Première chose, lundi matin, c'est OK, quelles sont mes 3 priorités de la semaine? Les trucs que je veux absolument avoir fait parce que c'est important. Et ces priorités-là, vous devez y consacrer du temps. Vous devez planifier. Et donc, c'est là où on en vient à la planification. Donc, je sais que dans votre métier, vous avez beaucoup d'urgents et beaucoup d'imprévus. Vous ne savez pas. Simplement, ce que je disais aussi précédemment, c'est qu'il y a aussi des choses que vous savez.
hein. Vous n'êtes pas non plus dans le brouillard complet, total sur les missions que vous avez à mener. Et donc, en fonction de vos priorités, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de capitaliser sur les premières heures de la journée. Les premières heures de la journée sont les plus magiques. Pourquoi? Parce qu'en général, ce sont les heures pendant lesquelles on a le plus d'énergie. C'est ce que dit Maître Pitcher, c'est que l'imprévu empêche d'aller au bout des priorités, donc ce que vous dites est essentiel. Ouais, ce que tu dis, c'est effectivement. Ouais. Donc, quand on capitalise sur les premières heures de la journée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'ouvre pas ses mails jusqu'à un certain point. Si les premières heures de la journée, pour vous, c'est 1 heure ou une demi-heure, c'est déjà une demi-heure ou 1 heure de gagné. On peut commencer petit et au fur et à mesure de l'entraînement et de la nouvelle habitude prise, vous pouvez étendre cette heure. Mais donc, les premières heures de la journée ou la première heure de la journée, on n'ouvre pas les mails. Et en fonction de ce qu'on s'était dit qui étaient nos priorités, on produit quelque chose. Est-ce que c'est cette note que vous devez absolument rendre, que vous procrastinez, que vous repoussez, parce qu'il y a toujours des urgences? Et bien là, vous l'écrivez en 1 heure ce matin. Est-ce que c'est les délégations que vous deviez faire avec vos équipes, mais vous n'avez jamais le temps parce que vous avez toujours un client qui appelle, un truc qui vient, qui vous empêche de communiquer avec vos équipes et du coup, vous n'arrivez pas à déléguer, puis la montagne de boulot s'accumule? Est-ce que c'est pas ça qu'on va faire pendant la première heure de la journée? Ces heures-là sont fatidiques. Pourquoi? Parce que ce qui est fait n'est plus à faire. Et parce qu'une fois que vous l'avez fait, vous allez vous sentir 1000 fois mieux. Parce que vous vous serez débarrassé des trucs qu'il fallait vraiment faire et que vous n'arrivez pas à caser dans votre journée. Et donc là, dans les premières heures de la journée, je vous invite à faire le plus challenging pour vous. C'est-à-dire ce qui vous demande le plus d'énergie. Pas la petite tâche que vous allez rayer de votre to-do list et vous dire « Ah, c'est bien, je l'ai fait », mais ce truc-là qui vous pèse sur les épaules et vous vous dites « Oh là là, mais il faut vraiment que je fasse ce truc et j'ai pas envie ». Ben, ça, c'est ce qu'il faut faire les premières heures de la journée. Parce que quand il sera 19 h et que vous serez rincé de votre journée, vous ne pourrez pas faire ce truc-là. Et vous direz « Je le repousse à demain » et vous vous sentirez mal parce que vous direz « Encore une fois, je l'ai repoussé », tout en sachant que demain, vous n'allez pas le faire. Donc, vraiment, ça, c'est fatidique, surtout que personne ne sait que pendant cette heure-là, vous êtes en train de travailler à vos trucs et la journée peut commencer un tout petit peu plus tard pour vos clients. Donc, ça, c'est vraiment un outil que je vous recommande. Et si on en revient aux priorités, je vous invite à planifier ce que vous savez que vous devez faire. Donc, il y a tout ce que vous ne savez pas que vous allez devoir faire, les urgences, l'imprévu, et il y a tout ce que vous savez. Tout ce que vous savez, c'est une liste de tâches que vous savez que vous devez faire. Alors, je dois rendre tel truc, compléter tel dossier, j'ai telle audience, je dois parler à ma team de tel truc, déléguer telle tâche. Liste. Vous estimez, donc ça, vous le faites 1 fois par semaine. 1 fois par semaine, vous faites cet exercice de faire une to-do list. Vous estimez le temps nécessaire pour chaque tâche. Combien de temps ça me prend de déléguer X ou Y à ma collaboratrice? Combien de temps ça me prend de cette audience? Il va y avoir le trajet aller, le trajet retour, l'audience en elle-même. Ça bloque combien de temps dans ma journée? Et tout ça, vous allez le mettre dans votre agenda. En tenant compte que comme vous allez, comme d'habitude, avoir plein d'imprévus, vous ne pouvez pas remplir votre agenda. Il va falloir laisser des plages vides pour servir les imprévus. Et donc, ça va vous donner une idée beaucoup plus claire de ce qu'il est possible de faire en 1 semaine. Parce que souvent, une des raisons pour lesquelles on se sent débordé, c'est qu'on se dit, il faudrait que je fasse tout ça, et on est complètement irréaliste sur la faisabilité des choses. Donc, on se dit, bah, je vais faire ci, et je vais faire ça, et je vais faire ça. On arrive à la fin de la semaine, et là, on se dit, mais il me reste la moitié de ma to-do list à faire. Or, si vous avez planifié au départ, et que vous avez décidé, selon vos priorités, de ce qu'il fallait absolument faire, vous l'avez mis dans votre agenda, et que vous avez vu qu'en fait, là, il n'y a plus d'espace dans l'agenda, donc tout le reste, en fait, ça ne sera pas fait cette semaine, c'est déjà décidé en amont, et à la fin de la semaine, vous n'allez pas vous dire, bah mince, j'ai encore tout ça à faire. Non, vous allez vous dire, bon, bah, a priori, j'ai respecté l'incompressible, le truc qu'il fallait vraiment que je fasse, qui était prioritaire. Et en plus, j'avais du temps pour traiter les urgences. Et donc, la semaine prochaine, bah, je recommence l'exercice et je continue.
Et là, vous allez me dire peut-être, oui, mais en fait, même si je fais ça, on a un problème parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas traités. Et donc là, c'est là que se pose la question des choix. Les choix, c'est est-ce qu'il faut déléguer plus ou est-ce qu'il faut commencer à déléguer? Peut-être que vous ne le faites pas. Est-ce que vous voulez rajouter des heures sur votre agenda et travailler plus? Ou est-ce qu'en fait, vous êtes à votre max et que en fait, c'est pas ça que vous voulez? Est-ce que vous avez les clients que vous voulez? Est-ce que vous en avez trop? Est-ce que vos tarifs sont assez élevés? Voilà, ensuite, c'est toute cette réflexion-là qu'il faut avoir, qui va déterminer sur une vision long terme, quelle vie d'avocate j'ai envie d'avoir. Je sais que c'est demanding, je sais que ça me demande énormément d'énergie, énormément de temps de travail. Je fais ce choix, mais voici quelles sont mes limites. Et pour pouvoir servir ces limites, quels sont les choix qu'il faut que je fasse? Est-ce que je suis mon propre patron? J'ai mon propre cabinet, c'est moi qui fixe les règles. Est-ce que je travaille et je suis associée dans un gros cabinet et donc j'accepte les contours des règles du gros cabinet? Et tout ça, c'est une question de choix. Mais vos journées ne feront jamais plus que 24 heures. Et ça, c'est important à intégrer. Et Jenny, j'interviens là-dessus aussi en échangeant avec des amies avocates. Le retour que j'avais, c'est que les avocates, quand elles ont un enfant, elles ont un congé maternité pendant lequel elles ne sont pas payées, je crois. Des congés maternité où, en gros, elles sortent de la salle d'accouchement, elles sont en train de finaliser un dossier parce que si elles arrêtent de travailler, elles n'ont plus de dossier qui tombe. Et si elles sont les pauses que les gens peuvent avoir dans leur vie quand ils ont des moments de chômage ou des moments d'arrêt maladie, tout simplement, les avocats n'ont pas ça, en fait. Ils sont en flux tendu du jour où ils prêtent serment jusqu'au dernier jour. Voilà. Donc, peut-être cette espèce de tunnel sur 40 ans, je ne sais pas, parce que je ne suis pas avocate, mais... alors, Maître Dufraisse dit maintenant, nous avons un congé mat normal, depuis 2 ans. Bon, bah, écoutez, on est contente pour vous. Mais congé mat normal qui n'est pas toujours pris, je le sais de certaines clientes. Mais vous devez quand même gérer votre cabinet. Bah voilà, c'est ça, personne ne va gérer vos dossiers pendant ce temps-là. Oui, et alors là, ok. Oui, mais. Donc là, on sort un peu du sujet, parce que je ne suis pas une magicienne, donc je ne vais pas étendre vos journées, ça n'existe pas. Moi, ce que je fais, c'est vous donner des outils. Et en même temps, j'ai envie de vous challenger. Il est évident qu'il y aurait plein de choses à faire d'une façon systémique pour que le métier d'avocat et d'avocate soit plus digeste, plus vivable. D'accord? Donc ça, c'est un fait et c'est indiscutable et je suis complètement d'accord. Mais sauf que ça, pour l'instant, là, aujourd'hui, ni vous ni moi ne pouvons rien faire tout de suite dans l'instant. En revanche, ce que vous pouvez contrôler, vous, c'est comment vous gérez le temps sur ce que vous savez, donc vos priorités, votre planification. Et l'autre chose que vous pouvez contrôler, c'est les choix. Parce que, évidemment, quand on a un cabinet, il faut bien qu'il tourne. Et donc, quand on prend un congé maternité, il faut bien qu'il tourne. Je sais ce que c'est, je suis coach. Si je ne suis pas là, soit personne ne coach à ma place, soit j'ai une coach qui va coacher à ma place. Et en fait, croire que c'est impossible, c'est vous mettre déjà des bâtons dans les roues. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que ça ne demande pas des investissements, de prendre des risques, etc. Mais ce que je veux vous inviter à faire, c'est ouvrir au moins dans votre esprit la voie des possibles. Parce que si j'écoutais, par exemple, tous les coachs de la place, on me dirait, en fait, quand tu pars en congé mat, il vaut mieux que tu aies capitalisé avant pour pouvoir te payer pendant le congé mat et comme ça, quand tu reviens, tu reprends ton job. En fait, moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai envie de partir en congé mat et que mon entreprise, elle continue à tourner. Et en fait, à partir du moment où on commence à réfléchir comme ça, qu'est-ce qui serait possible? Est-ce que c'est possible? Comment je pourrais rendre ça possible? Eh bien, il y a des idées qui émergent. Et c'est possible, même si c'est pas facile. Donc, ce que je voudrais juste vous inviter à questionner, c'est ça. Je t'interromps, je vois qu'il y a Maître Lobec qui accepte le challenge. Bravo, Maître. On est toutes avec vous. Je suis depuis un mois en plein changement organisationnel. Se lever plus tôt et garder du temps pour soi pour se ressourcer. Se lever plus tôt. Ah oui, c'est... Se lever plus tôt et prendre une demi-heure, 1 heure pour soi, par exemple,
extrêmement efficace. Donc voilà, l'idée ici, c'est de challenger les idées reçues. Parce que si on parle, on se réunit et qu'on parle de la fonction d'avocate, on va tous être d'accord pour dire, 99% des avocates seront d'accord pour dire, non mais, de toute façon, c'est l'enfer, de toute façon, on n'a pas le choix, de toute façon, ci, de toute façon, ça. Et j'ai envie de vous challenger à vous dire, bah, en fait, peut-être qu'il y a une autre voie. Peut-être qu'elle n'existe pas encore. Peut-être que personne n'a pensé comme ça avant, mais que c'est possible. Et si vous êtes persuadé que c'est pas possible et que vous êtes prête à en accepter les conditions, alors c'est votre choix. Et vous, en tout cas, vous avez toujours les manettes de l'accepter ou pas. Et les conséquences qui vont avec ce choix, évidemment. Alors, je voudrais vous proposer un. Donc là, je vous ai dit, je voudrais vous aider à gagner 1 heure dans la journée. Donc déjà, ce que je vous ai partagé, les priorités, 3 priorités maximum, le planning de tout ce que vous pouvez planifier, tout en gardant de bonnes plages horaires pour tout l'urgent, pour l'imprévu. Donc là, vous gagnez déjà du temps. Ensuite, ce dont je vous ai parlé, c'est les premières heures de la journée où on n'ouvre pas les mails, on laisse le téléphone éteint et on se focus sur les trucs qu'on veut absolument avoir fait d'ici la fin de la semaine. Et ensuite, l'autre outil dont je voudrais vous parler, qui est un outil, on va dire, moins immédiat, mais qui vous permet de prendre de la distance et de réfléchir stratégiquement, parce que quand on est avocate, on est à la fois, on exerce, d'accord, un métier, le métier d'avocate, mais en même temps, parfois, on est patron d'entreprise, hein, d'un cabinet, etc. Et donc, ça demande de mettre des casquettes différentes à chaque fois. Et la casquette patron d'entreprise, elle nécessite de prendre un recul important pour pouvoir voir dans le global une stratégie et pas juste prendre un dossier après un autre et avancer. Donc, l'outil que je vous propose, ça s'appelle la marche méditative. C'est un outil de prise de recul. L'idée, et surtout parce que vous avez des journées très chargées, c'est d'autant plus important. L'idée, c'est de prendre chaque jour 15 minutes pour aller marcher en plein milieu de votre journée. Donc, que ce soit, si ça vous arrange, à l'heure de la pause déj ou dans la matinée ou dans l'après-midi, essayez un peu tous les moments qui vous conviennent. Ça peut être marcher en allant au bureau, ça peut être marcher en revenant du bureau. Voilà, soyez créative. L'idée, c'est de marcher avec le téléphone éteint, donc c'est-à-dire on n'écoute pas un podcast ou on ne regarde pas ses mails ou on n'est pas au téléphone avec une copine ou un client. On est vraiment soi avec soi-même. D'accord? Vous marchez pendant 15 minutes ou plus, hein, si vous avez le temps, évidemment. Et là, soit vous n'avez rien de précis auquel réfléchir et vous profitez juste de marcher, le regard vers l'horizon et de détendre votre cerveau. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous allez penser à des choses assez naturellement. C'est comme ça qu'on peut avoir des fulgurances, hein, des bonnes idées auxquelles on n'avait pas pensé. C'est comme ça que tout à coup, on va avoir l'idée d'un argument pour un client auquel on n'avait pas pensé. Voilà. Donc, si vous n'avez pas d'idée de ce à quoi penser, profitez juste de l'instant présent pour déambuler et laisser votre cerveau déambuler également. Si vous avez un sujet sur lequel vous bloquez, c'est un moment parfait pour y réfléchir. Donc, je vous donne un exemple. Excusez-moi. Par exemple, ce sujet sur lequel vous devez travailler et que vous repoussez parce que vraiment, vous n'arrivez pas à vous y mettre, ça vous semble une montagne. Ou alors, ce qui arrive souvent aussi chez mes clientes, un collaborateur ou une collaboratrice qui n'est pas assez performante, à qui vous n'osez pas déléguer parce que le travail qu'elle fait ou qu'il fait n'est pas assez bien, etc. Mais vous traînez ça, puis en fait, vous ne donnez jamais de feedback, vous ne savez pas trop comment l'accompagner, c'est un peu galère. Quel que soit le sujet, ou alors ce client mécontent qui vous a dit qu'il était vraiment super déçu de vos prestations et vous vous dites, mais mince, comment je vais gérer? Donc, tout ce qui peut poser problème ou toute chose où vous avez besoin d'une solution ou besoin d'être créative, vous allez marcher. Et dans votre tête, vous allez vous poser des questions. Donc, les questions vont ressembler à ça. On prend l'exemple d'un client mécontent. Qu'est-ce que j'ai envie de retenir de ce feedback?
qu'est-ce que je pourrais lui dire pour calmer la situation? Qu'est-ce que j'ai envie de penser de moi vis-à-vis de cette situation? Comment je pourrais faire mieux la prochaine fois? Euh, qu'est-ce qui m'est utile dans son feedback? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser de côté de ce feedback? Comment je ferai la prochaine fois? Donc, l'idée, c'est de vous poser ces questions de façon donc intentionnelle et puis de réfléchir. Et en fait, le fait de marcher, le fait de ne pas être dans un environnement de travail, le fait d'être à l'air libre, le fait de ne pas avoir de sollicitation, parce que dans ce moment-là, vous n'êtes pas disponible, fait que vous allez vous offrir cette opportunité d'avoir des idées et un recul que vous n'auriez jamais eu en restant au bureau et en ne vous posant pas ces questions. Cette marche méditative, je vous invite à la répéter aussi souvent que nécessaire. Vous allez voir, c'est magique. C'est quelque chose que j'enseigne à mes clientes qui reviennent vers moi en me disant à chaque fois la dernière idée qu'elles ont eue, le dernier truc qui s'est passé, qui est arrivé. Personnellement, tout ce que je vous enseigne, je le pratique. Hein, et mes meilleures idées, mes meilleurs feedbacks, tous mes meilleurs trucs sont arrivés grâce à une marche méditative. Donc, je vous invite à prendre ce temps parce que pour gagner du temps physique, il faut savoir en investir. Vous investissez 15 minutes dans une marche méditative pour gagner tout le temps de toutes les ruminations que vous auriez passées, hein, tout le temps que vous auriez passé à ruminer ce qui s'est passé, à ne pas faire de feedback, à ne rien faire. Eh bien là, vous prenez le temps pour que ça devienne quelque chose de constructif. Et quand vous rentrez au bureau, déjà, vous êtes plus apaisé. Et si vous voulez prendre des actions liées à cette réflexion, eh bien, c'est très facile parce que vous y avez déjà réfléchi. Donc après, bam, 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 on déroule. Et donc, quand vous partez en marche méditative, n'hésitez pas à glisser dans votre poche un carnet et un crayon parce que parfois, vous allez avoir des idées et vous n'avez pas envie de les oublier. Donc là, vous pourrez noter pour les avoir avec vous. Alors, on a une question de Maître Deschamps qui demande si en cours, est-ce que c'est pareil? Donc, c'est donc une avocate sportive ou ce n'est pas assez méditatif? Si on court, ça marche. J'ai des clientes qui le font en courant. Ça marche complètement. Alors, on a une autre intervention. Je veux juste ajouter à ça, juste avant la prochaine question. Ça peut se faire en courant, ça peut se faire en marchant, ça peut se faire aussi en méditant. C'est-à-dire que si vous êtes, je sais pas, vous ne pouvez pas marcher, vous pouvez vous asseoir par terre, en tailleur ou vous allonger et faire le même processus de vous poser ces questions-là, mais en entrant dans un état méditatif, par exemple à l'aide d'une application comme Headspace ou Calm ou Petit Bambou. Voilà. Super. Il y a une autre intervention de Maître Mohamed qui suggère, qui dit la marche pour réfléchir, j'y crois, mais avec une musique apaisante. Est-ce que la musique Pourquoi pas, mais je challenge ça aussi. C'est-à-dire que, en fait, concrètement, ce que je veux vous dire là, cognitivement, le but, c'est de rien faire entrer dans son cerveau autre que d'être vous avec votre cerveau. Donc, quand on fait entrer une musique, on donne déjà une information à notre cerveau. Et donc, cette musique, elle peut potentiellement vous rappeler un truc, etc. On ne sait pas. Ou s'il y a des paroles, bon, voilà, c'est de la catastrophe. Donc, je vous invite à essayer sans rien et voir ce qui se passe. Et puis, vous déciderez ensuite, est-ce que vous voulez ajouter à ça une musique apaisante ou pas? Il n'y a pas de mauvaise façon de faire, mais vraiment, ce que je veux essayer de vous faire faire, c'est de dépouiller, de vous dépouiller de tous les outils et de rester seul avec votre cerveau. On est tellement sollicité dans la société dans laquelle on vit qu'on n'est plus jamais seul avec son cerveau. Or, le cerveau, c'est une machine ultra puissante. Vous avez toutes les réponses à vos questions et toutes les solutions à vos problèmes dans votre esprit et dans votre corps, sauf qu'en fait, comme vous êtes constamment sollicité, il n'y a pas d'espace pour les entendre. Alors, on a Maître Lobet qui doit se rendre en audience, voilà, qui n'a même pas pu prendre le temps du déjeuner. Merci pour tous ces éléments. Déçu de vous quitter avant la fin. Il y aura d'autres occasions, puis on vous enverra un petit takeaway. Merci Maître Lobet et bon courage. Au revoir. Au revoir. Donc,
là, on en est à une étape où je vous ai exposé les outils et si vous mettez en place ces outils-là, vous allez gagner 1 heure par jour. Et 1 heure par jour, je suis vraiment sympa. C'est-à-dire que moi, je pense que vous pouvez gagner beaucoup plus. Mais là, on le fait au minimum. Donc ça, c'est ce que j'aimerais que vous emportiez avec vous. Est-ce que vous pouvez me dire là dans le chat, quel est l'outil que vous voulez mettre en pratique en premier? Est-ce que c'est les priorités? Est-ce que c'est le planning? Est-ce que c'est les premières heures de la journée? Ou est-ce que c'est la marche méditative? Qu'est-ce qui résonne avec vous et qu'est-ce que vous vous engagez envers vous-même à mettre en place dès la fin de cette masterclass? Alors, on a les priorités, les marches et le matin de Charlotte Guillaume, les premières heures de la journée, marche méditative, le matin, premières heures de la journée, les priorités. Ok, un peu de tout. C'est super, il en faut pour tous les goûts. Et donc, gardez ça avec vous. Et puis, quand vous aurez pris la première habitude et qu'elle sera ancrée, en général, on dit qu'il faut 21 jours pour ancrer une habitude. Eh bien, n'hésitez pas à vous saisir du deuxième outil qui vous parle le plus et à le mettre alors en place également. Et ainsi de suite. Et puis surtout, partagez. Partagez ces outils avec vos copines avocates, avec vos collaboratrices, avec voilà, tout le monde à qui ça pourrait en bénéficier. Donc, ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions, de les noter dans questions, parce qu'il nous reste, un peu moins de 20 minutes et je serais ravie de répondre à toutes vos questions. Et je voudrais aussi, avant de prendre vos questions, vous dire que j'ai un podcast qui s'appelle Femmes ambitieuses et dans lequel je distille énormément de conseils de ce type pour les femmes leaders dont vous faites partie. C'est un podcast qui sort tous les mardis, qui est gratuit. Donc vraiment, si c'est quelque chose qui peut vous aider, n'hésitez pas à aller puiser là-dedans et profitez-en. Alors, il y avait une question de Maître Deschamps un peu avant qui disait quand tu disais, Jenny, que parfois on peut laisser passer les appels téléphoniques, elle disait je trouve que laisser passer les appels téléphoniques en pleine journée, donc ne pas y répondre tout de suite, est encore plus stressant que d'y répondre, car il faut revenir dessus et donc y penser et ne pas procrastiner. Ok, alors là, ce que je répondrais, c'est 2 choses. Quels sont les plus et les moins de chaque option? Et donc, les plus et les moins de répondre tout de suite, les plus et les moins de ne pas répondre tout de suite. Et qu'est-ce qui compte le plus pour vous? C'est pour faire ce choix, en fait. Et la deuxième chose, c'est que le côté procrastiner de ne pas rappeler, ça encore, c'est un sujet parce qu'à partir du moment où on planifie et on note les choses, on sait qu'on doit rappeler telle personne et on décide en fonction du niveau de priorité qu'on donne à ce client-là, quand est-ce qu'on le rappelle? Est-ce que c'est aujourd'hui ou est-ce que c'est demain matin? Donc, il y a vraiment, je veux dire, on vit dans un monde où on nous a enseigné qu'il fallait être disponible tout le temps. Mais ça, c'est inventé. Avant, ça n'existait pas. Donc, vous pouvez remettre en question ça et essayer pour voir comment ça pourrait être à votre service de ne pas être disponible tout le temps. Qu'est-ce que vous feriez si vous ne répondiez pas à cet appel? Quelle valeur vous créeriez pour vos clients, pour votre entreprise, votre cabinet à ce moment-là, si vous n'aviez pas répondu à cet appel et que vous avez remis ça à 2 heures plus tard ou le lendemain matin à la première heure? Alors, on a une autre question de Maître Pitcher, qui est donc enceinte, bravo, qui aimerait savoir comment tu suggères Jenny de gérer son congé mat, parce qu'elle n'en a pas eu pour son premier enfant, voilà. Et j'attends le deuxième. J'ai maintenant une équipe, bravo, et j'ai l'intention de mieux gérer. Ok. Alors là, clairement, ce que je vous conseillerais de faire, si vous avez une équipe, c'est parfait, c'est de décider d'ores et déjà qui va prendre en charge quoi et de planifier la délégation de tous vos dossiers. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, dans un monde idéal où je prends un vrai congé mat, donc je détermine le temps d'absence, qui va diriger à ma place pendant que je ne suis pas là? C'est qui la personne en laquelle vous avez le plus confiance, qui a les capacités de prendre des décisions à votre place quand vous n'êtes pas là et aussi de mettre des limites sur, OK, il y a ces décisions-là, je ne veux pas en entendre parler, c'est toi qui gères. Mais par contre, il y aura certaines décisions peut-être que vous aurez envie de continuer à prendre. Et dans ce cas-là, à quel moment cette personne vous contacte?
Et vraiment se dire, bon, bah, comment il faudrait que je forme mes équipes, qu'est-ce qu'il faudrait que je leur enseigne avant de partir pour qu'elles soient capables de gérer mes dossiers sans que je sois présente. Et donc, il s'agit d'organisation, de planification, il s'agit de délégation, il s'agit de confiance et d'investissement quelque part, parce que ça veut dire que vous allez investir en vos équipes. Donc, est-ce que vous avez l'équipe suffisante? Est-ce que pendant que vous n'êtes pas là, il faut avoir une personne en plus? Et en fait, plus vous réfléchissez à ça en amont et vous faites un plan et vous commencez déjà à déléguer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre le dernier moment, ça se fait sur plusieurs semaines. Et plus vous vous donnez les chances que ça marche. Et quel cadeau absolument génial si vous pouviez partir en congé mat et vous rendre compte que votre cabinet, il tourne même quand vous n'êtes pas là. Je crois que c'est le rêve de tout chef d'entreprise, c'est que ce soit possible. Parce qu'après, ça laisse des opportunités absolument incroyables. Et en attendant, vos collaborateurs, vous les développez. Vous leur donnez des opportunités qu'ils n'auraient jamais eues sans ça. Et ça, c'est positif aussi pour eux. Si c'est ce qu'ils souhaitent, se développer et grandir. Alors, c'est intéressant, je reviens sur ce que tu as dit, c'est que quand tu as parlé de déléguer, tu as parlé de confiance. Et c'est vrai que c'est des gens qui, on le voit, je le vois, c'est quand on n'a pas confiance qu'on a du mal à déléguer. Donc, c'est peut-être aussi de ne pas faire les choses parfaitement, enfin, ou que ça ne soit pas fait à sa manière. Parce qu'en fait, quand c'est fait par quelqu'un d'autre, c'est jamais fait comme on l'aurait imaginé. Il y a deux choses que moi je constate en accompagnant mes clientes avocates. C'est parfois c'est l'excès de perfectionnisme, c'est-à-dire on voudrait que tout soit parfait. On a l'impression que si c'est nous qui le faisons, ben ça va être super parfait. Or, un client de l'extérieur, il voit pas cette notion cette différence de perfection. Déjà, la perfection n'existe pas, première chose. Et deuxième chose, ça peut être 80% parfait et être super pour le client sans que ça change quoi que ce soit. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je vois, c'est parce que, en général, les avocates sont débordées, elles ne passent pas assez de temps à accompagner leurs équipes pour faire en sorte que leurs équipes gagnent en autonomie et en capacité à répondre elles-mêmes au sujet. Donc, en gros, c'est un peu jeter la patate chaude à la collaboratrice ou au collaborateur, ou voilà, attendre qu'il fasse un boulot merveilleux. Et comme c'est pas fait de façon merveilleuse, on se dit bah c'est nul, il sert à rien, il est pas assez bien, il faut que je le fasse moi-même. Là où en fait, il faudrait évaluer ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et ce qu'il faudrait faire différemment. Il faudrait prendre le temps du feedback, peut-être prendre le temps de la formation sur certaines choses, jusqu'à ce que la personne puisse être totalement autonome et gérer les dossiers. Et donc, ça nécessite d'investir du temps. Et en général, comme les avocates ont l'impression de ne pas avoir de temps, ne le font pas. Sauf que, imaginez un seul instant si vous investissiez ce temps-là et que le collaborateur sait exactement ce que vous attendez, quel est le niveau d'exigence, ce qu'il doit faire et comment il peut vous satisfaire. Ben, en fait, après, c'est génial parce que du coup, vous pouvez déléguer sans avoir peur qu'il y ait une catastrophe. Et donc, vraiment, ça, je vous invite à faire votre propre évaluation de où est-ce que vous vous situez. Est-ce que c'est un excès de perfectionnisme? Est-ce que c'est que vous ne déléguez pas vraiment? Parce que déléguer, c'est pas juste donner quelque chose à quelqu'un, c'est accompagner la personne pour qu'elle réussisse la délégation. Et au début, bah, il y a un besoin d'investissement de temps. Donc, où vous vous situez et qu'est-ce que vous avez besoin de travailler pour que les choses changent? Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a parmi nous des associés, j'en connais, qui sont là, et des collaboratrices. Donc, on a les associés qui doivent apprendre à faire plus confiance, à former en amont, à faire plus confiance et à que ça ne soit pas à la perfection qu'elles imaginent être. Et puis, on a des collaboratrices sous pression. Donc, on a Maître de Habreux qui, je ne sais pas si vous êtes une collaboratrice sous pression ou une associée qui met la pression. En tout cas, quel conseil, Jenny, tu pourrais donner aux collaboratrices qui, du coup ont ce problème de temps? Et on le sait, on a eu toutes des amies avocates qui rentraient à 3h du matin parce que l'associé leur a donné un dossier à rendre pour le lendemain matin. Ouais. Alors, bon, là, déjà, tous les conseils, évidemment, d'organisation s'appliquent qu'on soit collaborateur ou qu'on soit associé. J'ai envie de dire, il n'y a aucune distinction là-dessus. Pour moi, c'est pareil sur la gestion du temps. La différence, c'est que quand on est collaborateur, enfin, quand on est collaboratrice, en l'occurrence, puisque nous sommes que des femmes, eh bien, on a quelqu'un qui nous demande ça pour tout de suite.
et que on a l'impression de toujours devoir satisfaire la personne. Donc là, je vous renvoie à votre propre questionnement. Qu'est-ce que vous êtes prête à faire et à accepter? Et qu'est-ce que vous ne souhaitez pas accepter? Et si vous n'acceptez pas certaines choses, quelles en seront les conséquences? Je suis pas bête, je sais très bien que j'imagine bien qu'une collaboratrice qui dit non, en fait, non, je ne peux pas, potentiellement, elle peut avoir une conséquence fâcheuse. Et en même temps, vous avez choisi d'être dans ce cabinet et d'être collaboratrice. Donc, je sais que c'est difficile à naviguer, mais il y a un moment, il faut savoir naviguer entre ce qui est acceptable pour soi et ce qui n'est plus acceptable. Et est-ce que je suis prête à en subir les conséquences? Ensuite, il y a aussi la question de la pression. La pression, c'est une émotion qu'on ressent. D'accord? On se sent pressurisé. La pression, elle vient jamais de l'extérieur directement. C'est-à-dire qu'en général, on dit ouais, non, mais là, il me met la pression. D'accord? Donc, c'est comme si la pression venait de l'extérieur. Et la pression, souvent, elle vient de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on se dit, il m'a demandé ça, donc je dois absolument le faire, je n'ai pas le temps de le faire, je ne vais pas y arriver. Et c'est ces pensées-là qui vont générer la pression. Donc, la prise de recul que je vous propose dans la marche méditative, elle permet de lever ces émotions-là. Elle permet de prendre de la distance entre ce qu'un associé m'a demandé de faire et ce que je vais faire. Il n'y a pas besoin d'avoir la pression entre les deux. Il y a soit je choisis d'accéder à cette demande et de rendre ce qu'on m'a demandé, et je le choisis parce que voilà, c'est mon métier, j'ai choisi de faire ça, je sais ce que ça implique. Ou soit je choisis de ne pas le faire parce que je trouve que cette fois-ci, c'est trop et qu'en fait, ça peut attendre demain parce que le monde ne va pas s'écrouler. Et donc, je le dis et j'accepte que peut-être l'associé ne soit pas content. Et peut-être qu'il sera OK, on ne sait pas. Mais parce qu'on imagine toujours le scénario du pire. Donc, je pense qu'il faut reprendre vraiment les manettes à la fois de ce qu'on ressent et en même temps des choix qu'on fait. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Ici, je pose aucun jugement. L'idée, c'est de se sentir propriétaire de ses propres choix. Et de se dire qu'on en est la victime, c'est toujours faux. Parce qu'au fond, on choisit d'avoir ce métier, on choisit d'être dans ce cabinet. Ouais. Alors, peut-être, il n'y a pas de question là-dessus, mais quand j'avais vu passer, Jenny, une annonce sur un autre webinaire que tu faisais, j'avais trouvé cette question du temps intéressante après 1 an de confinement on and off, alors que ce soit pour les gens qui ont des enfants ou ceux qui n'en ont pas. Parce que quand on n'en a pas, les journées se déroulent, donc le temps peut-être, je ne sais pas, parce que moi j'ai des enfants, mais sembler infini, sans coupure, donc le rapport au temps est différent. Et quand on a une famille, pour l'avoir expérimenté, c'est un challenge pimenté, mais qu'on aimerait ne pas revivre. Donc, comment, si jamais ça se reproduit, voilà, je ne sais pas s'il y en a qui sont concernés là dans les participantes, mais si là, on nous annonce des confinements, s'il y a un confinement qui se reproduit, comment gérer un temps? On a des enfants qu'il faut faire travailler, qui sont là, une vie, voilà, comment faire? Je sais pas, Alors, des petits conseils. Je veux dire, la première chose, et ce que j'avais pas mal conseillé dans le premier confinement, c'est toujours pareil, c'est qu'il faut planifier. Notamment si on a des enfants et qu'il y a des plages, qu'on sait qu'on va avoir des plages de travail, il vaut mieux planifier en avance et se dire, en fait, ces 2 heures-là, ce sera 100% enfant et je le fais. Ou alors on planifie que en fait ils vont se débrouiller tout seuls et que je serai à côté et que je vais travailler en même temps. Mais en tout cas, on décide en avance. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'éviter de subir. Quand on subit, quand on n'est pas aux manettes, au-delà de la difficulté d'être confiné et d'avoir des enfants à gérer, on ajoute la difficulté d'avoir le sentiment d'être complètement impuissante. Donc, quand on décide, c'est-à-dire, je décide que quand je m'occupe de mes enfants, je m'occupe que de mes enfants, ou je décide que quand je fais l'école à mes enfants, en même temps, je travaille, parce qu'en fait, tout est permis. Je veux dire, il n'y a pas de règles, on fait comme on peut. Mais quand on décide, qu'on l'a choisi et qu'on s'est dit que c'est ce qu'on allait faire, déjà, on se sent plus aux manettes. Donc, moi, et personnellement, ça m'est arrivé de décider que, en fait, je travaillais que le matin ou que l'après-midi. Et ça m'est aussi arrivé de décider que, en fait, je ne pouvais pas ne faire ça. Et du coup, ils allaient être à côté et j'allais faire comme je peux. Mais j'avais décidé. Et donc, j'étais alignée parce que je savais que c'était ce que j'avais décidé. Je n'avais pas de jugement sur moi-même, pas de jugement sur ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Je faisais comme je pouvais, mais en conscience et avec intention.
Et je pense que la clé, elle est là. Ouais. Alors, on a une autre, reprendre en main les situations. Alors, on a une autre question de Maître Pitcher qui te demande un conseil sur la priorisation. Est-ce que tu conseilles de les établir par semaine, par jour ou par… J'ai pas eu le temps de lire. Alors, moi, je conseille d'éviter par jour, parce que par jour, ça revient à faire une to-do list. Or, ce qu'on veut éviter, c'est des to-do list tous les jours, et tous les jours, ça change, et tous les jours, c'est la charge mentale. Donc, la façon, en général, dont je conseille d'utiliser les priorités, c'est à la semaine ou au mois. Donc, je vous conseille de voir plus que juste à la journée. Ça vous permet d'avoir plusieurs jours déjà pour gérer les priorités et pas tout faire le même jour. Et puis, si c'est des priorités chaque jour, quelque part, c'est pas des vraies priorités. Quelles sont les priorités de la semaine? C'est quoi? C'est client X, client Y, dossier A, dossier B. Et dans ce cas-là, je vais en mettre un peu lundi, un peu mardi, un peu mercredi. Et si on dit les priorités par jour, on est encore dans courir. On est dans la roue du hamster qui n'arrive pas à gérer plus qu'à la journée. Or, c'est précisément ce dont vous avez besoin, c'est de prendre un espace de recul et que ce que vous pouvez planifier, vous le planifiez à plus long terme que juste à la journée. Très bien. Alors, il nous reste 3 minutes. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Je vois qu'il n'y a pas de… Avant la fin, je voulais juste vous proposer, je vais peut-être vous mettre ça dans le chat, si vous voulez poursuivre la conversation, n'hésitez pas à me contacter sur mon site, je vous le mets, jennychamas.com. Voilà, si ça peut vous être utile. Et écoutez le podcast Femmes ambitieuses de Jenny. Voilà. Et puis, si il y en a parmi vous qui veulent avoir plus d'informations sur Justifit, qui est aussi un moyen de gérer sa clientèle. Voilà, les moments où on a plus de temps ou les moments où on a moins de temps, ça permet de pouvoir gérer le flux de clients. N'hésitez pas à nous contacter. Et si vous voulez échanger avec vos Digital Success Managers sur la gestion de votre temps, c'est pareil. N'hésitez pas à nous contacter. Sur quelle plateforme peut-on trouver le podcast, Jenny? Toutes les plateformes. Il est disponible partout. Donc, Apple, il est sur mon site aussi, mais Apple, Spotify, Deezer, toutes les plateformes. SoundCloud, Google, tout. Bon, alors, bonne chance à toutes les avocates. Bonne chance, bonne gestion du temps. Bon congé mat pour celles qui vont avoir des congés maternité. Bonne chance aux collaboratrices qui se font pressuriser. Bonne chance aux associés pour déléguer. Et puis, bonne marche méditative. On va voir des femmes dans tout Paris qui marchent en fermant les yeux et qui sont de plus en plus jeunes. Attention à ne pas vous faire écraser. Hein. On ne ferme pas les yeux dans la marche méditative. On a plein de merci. Bon, on vous remercie à toutes d'avoir pris le temps, d'avoir pris du temps pour gagner du temps. Donc, on espère que ça vous sera utile et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.